Un tout petit peu plus de 16h30 sur LCI. Vous en avez l'habitude, tous les jours, c'est l'histoire du club. Laura Pouget est avec nous pour nous raconter une histoire qu'on n'a pas l'habitude d'entendre à la télévision. Bonjour Laura. Bonjour Magali. Rebonjour, on s'était vu tout à l'heure sur les incendies. Alors vous allez nous raconter l'histoire d'une manipulation russe ou comment Moscou a payé des talibans, vous avez bien entendu, des talibans pour tuer des soldats américains en Afghanistan. 200 000 $ par soldat américain tué. Tel était le montant offert aux talibans par les agents russes. Oui, 200 000 $. 200 000 $, ouais. C'est pas rien, quoi. Surtout en Afghanistan, on imagine que c'est une fortune. Ouais. Une grosse somme. Ce chiffre, c'est une enquête très fouillée qui nous le donne, menée sur 18 mois par Regarder, le média d'investigation russe The Insider, basé hors de Russie, évidemment. Elle nous raconte un programme secret débuté en 2016, achevé en 2021 avec le départ des Américains. À sa tête, l'unité 29155 du GRU, le service de renseignement militaire russe. Sa première mission, recruter des Afghans. Sa deuxième, leur transférer de l'argent pour les rémunérer d'avoir organisé des attentats contre les Américains. Et quel type d'attentat ? Les Américains avaient des bases militaires en Afghanistan, dont celle que vous allez apercevoir bientôt, la base aérienne de Bagram. Regardez, en avril 2019, un kamikaze a fait exploser sa voiture sur un convoi juste à côté. 3 marines américains ont perdu la vie. Selon Insider, ce pourrait être un des attentats commandités par l'unité russe 29155. Tout comme, quelques mois plus tard, en décembre 2019, une autre attaque sur Bagram. Cette fois, plus sophistiquée, c'est tout un groupe d'insurgés talibans qui s'est barricadé dans un hôpital à l'abandon à l'extérieur de la base, poussant les soldats américains à en sortir pour essayer de sauver le bâtiment. Ils y sont parvenus, mais non sans mal. Il a fallu que 2 F-16 interviennent pour larguer des bombes dessus. Ce jour-là, 4 membres du personnel américain ont été blessés et 80 civils afghans. Mais ça se fait pas comme ça. On suppose qu'il faut de l'argent, des hommes de confiance pour perpétrer ce genre d'attaque. Les hommes, d'abord. The Insider a reconstitué 2 organigrammes. Celui de l'unité 29155 à gauche, chargé du programme afghan à droite, et celui des agents afghans qu'elle a recrutés à gauche. Chez les Russes, ce sont 2 hommes qui dirigeaient les opérations. Vous allez voir leurs photos. Ivan Kazianenko, à gauche, le chef du programme, et Alexei Arkhipov, à droite, chargé de la liaison avec les talibans. Tous les 2 communiquaient directement avec un autre homme, leur principal agent afghan, Rahmatullah Azizi. Vous voyez, il est à gauche sur la photo, et il est dans un restaurant de Moscou. Sur cette photo, oui, de Moscou, juste en face du ministère de la Défense, qui supervise justement le ministère de la Défense, l'unité 29155 du GRU. C'est incroyable, incroyable. Car Azizi vivait en partie à Moscou depuis 2015 justement, à peu près le début du lancement de ce programme russe dont nous parlons. Depuis cette date, il est beaucoup retourné en Afghanistan, parfois sous une fausse identité fournie par les Russes. D'après les informations de The Insider, il y était présent lors de plusieurs attaques contre les intérêts américains. Son rôle, assurer les transferts de fonds depuis la Russie vers les talibans. En 2019, les services de renseignement afghans ont trouvé 650 000 $ en menant une perquisition à son domicile afghan. Mais il s'était déjà enfui vers son autre pays, son pays d'adoption, la Russie. Mais alors comment il faisait pour faire transiter l'argent comme ça ? Officiellement, Azizi était spécialisé dans le commerce des pierres précieuses. Une partie de l'argent aurait donc été introduite dans le pays sous la forme de ces pierres précieuses pour ne pas attirer l'attention. En 2017, Azizi avait même créé une société en Russie. Surprise, les enquêteurs d'Insider Regarder ont découvert que sur la page Facebook de celle-ci, il y a Vladimir Poutine. C'est la photo de Vladimir Poutine qui s'affichait. Autre surprise, sa domiciliation était située juste à côté d'immeubles appartenant au service de renseignement russe. La société en question a d'ailleurs été liquidée en 2022, un an après le départ des Américains d'Afghanistan. Et depuis ? Depuis, aux dernières nouvelles, Rahmatullah Azizi vit aujourd'hui en Inde sous sa fausse identité russe. Quant à Alexei Arkhipov, le principal agent de liaison russe avec les talibans, regardez, il est ici derrière son bureau. Il travaille toujours avec les talibans. Il était présent en tribune, en majesté, au défilé militaire organisé en 2022 à Kaboul pour célébrer les 1 an du retour au pouvoir de ces talibans. Et d'après des messages consultés par The Insider, il serait aussi le réceptacle de leurs requêtes auprès de Moscou, entre autres pour obtenir des armes, une assistance en termes de sécurité et de défense.
Des requêtes qui pourraient avoir un certain écho. Souvenez-vous, au mois de juillet, Vladimir Poutine a décrit les talibans comme ses alliés dans la lutte contre le terrorisme. Exact, comme ses alliés. Et donc, il voulait supprimer les talibans de la liste des organisations terroristes, effectivement, en Russie. C'est absolument incroyable. C'est stupéfiant. On continue d'en parler avec un expert, Raphaël Jérusalemi, qui est en direct avec nous. Bonjour. Ancien officier du renseignement militaire israélien. Est-ce que vous connaissiez ou pas ce dossier, parce qu'effectivement le New York Times l'année dernière en avait un peu parlé, le renseignement américain l'avait un peu révélé, mais là c'est une enquête beaucoup plus fouillée qui a duré 18 mois d'ailleurs, cette enquête, pour mettre au jour cette organisation. Est-ce qu'elle vous étonne ? Non, pas du tout. C'est une très belle enquête, un très beau coup de journalisme, d'investigation, mais la filière elle-même est une filière classique, une filière connue, qu'on peut retrouver d'ailleurs dans d'autres endroits du monde, lorsqu'il s'agit des Russes voulant nuire aux Américains, surtout au Proche-Orient, en Syrie, en Irak, où il y a également des présences militaires américaines qui sont souvent l'objet d'attaques par des missiles, par des roquettes, par des sabotages, qui sont financés par les Russes avec des intermédiaires. En Proche-Orient, ils utilisent beaucoup les Iraniens. Les Russes ont également utilisé les Iraniens en Afghanistan. Ils étaient des intermédiaires au début, avant que les agents que nous voyons sur l'écran, que les agents russes interviennent directement. Il y avait des proxys iraniens qui traitaient avec les talibans. C'était plus facile, surtout pour les transferts d'argent et surtout pour les transferts d'armement. Car en plus de l'argent, les Russes ont fourni évidemment des explosifs, de l'armement, des instructions. Et surtout, ils ont fourni les cibles. Car les cibles qui ont été attaquées par ces terroristes talibans, elles ont été désignées par l'intelligence russe. Et comme je le dis, elle était présente sur le terrain. Tout le monde sait que l'ambassade russe à Kaboul est truffée d'espions. Ce n'est pas un grand secret, ça a toujours été le cas avec les Russes, mais c'est le cas pour tout le monde. Et puis l'ambassade iranienne, effectivement, est extrêmement active. Donc, dans l'ensemble, une filière classique avec le fait qu'on utilise beaucoup de gens mafieux, des gens un peu obscurs, qui ne sont non pas toujours fiables. C'est pas toujours une bonne affaire de traiter avec, dans ce cas précis, le joaillier ou le marchand de diamants, de pierres précieuses. C'est un contrebandier, en fin de compte. Ce sont des gens qui ne sont pas toujours fiables. Ils se vendent au plus offrant. Il y a d'autres façons de transférer l'argent qu'à travers les diamants ou le cash. Il y a même des fausses NGO, ONG, caritatives, soi-disant, mais c'est en fait pour faire circuler de l'argent. Il y a des changeurs d'argent, des petites banques qui se prêtent à ce genre de trafic. Donc, il y a toutes sortes de manières de faire parvenir de l'argent aux terroristes. Et comme je l'ai dit, le recrutement, dans ce cas précis, comme on vient de le démontrer d'une façon très intéressante, a été fait directement par des agents activateurs venus de Moscou. Et l'unité du GRU dont parlait donc Laura dans cette enquête, elle est identifiée, c'est l'unité 2955. Elle est d'ailleurs, elle aussi, très connue pour d'autres attentats, d'autres coups ailleurs sur la planète. Absolument, inclus certains coups de parapluie fatals ou piqûres ou poison. C'est une unité qui est spécialisée effectivement dans l'étranger pour causer des dégâts et qui a travaillé d'ailleurs main dans la main avec la force Al-Quds du général Soleimani des gardiens de la révolution iranien. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles Soleimani a été éliminé. Trump a donné en fait l'ordre d'éliminer Soleimani après justement des attaques violentes qu'avaient subies les forces américaines et les Iraniens étaient impliqués avec les Russes. C'est une des raisons pour lesquelles il a été éliminé. Et donc, dans l'ensemble, vous voyez que tout se tient. Il y avait, dans le cas de l'Afghanistan, un triangle très simple. C'était Russie, Tadjikistan, Iran. Beaucoup d'armements, beaucoup d'explosifs sont passés par le Tadjikistan vers l'Afghanistan. C'est une région malheureusement très instable. C'est un chaos qui profite à tout le monde. N'importe qui peut faire n'importe quoi. Et 200 000 $, comme vous l'avez très bien dit, c'est énormément d'argent. Ça me paraît même surpayé. Je trouverai, vous, des Afghans pour 20 000 $ qui vous tueront quelqu'un. Oui. Mais évidemment, c'est ce qui se passe dans ces régions-là, avec, il ne faut pas l'oublier, les Américains qui ne demeurent pas en reste. Les Américains font exactement la même chose à travers le monde contre des intérêts russes ou chinois. Et dans les années 80, c'était les Américains
à coût de milliards de dollars, parce que là, vous avez une opération qui s'élève à quelques dizaines de millions de dollars des Russes vers les talibans. À l'époque des Américains, dans les années 80, en Afghanistan, pour attaquer les intérêts russes, ils ont dépensé entre 3 et 4 milliards de dollars pour faire exactement la même chose, donc faire partir les Russes, en fait, d'Afghanistan. Les Russes voulaient faire partir les Américains d'Afghanistan parce qu'ils trouvaient qu'ils étaient un petit peu trop près de la Russie. Et n'oublions pas qu'à cette même époque, pour terminer, les Ukrainiens étaient activés par les Américains pour causer des dégâts aux intérêts russes, surtout en mer Noire. Oui, et ben ça, il ne faut pas l'oublier. Bon, c'est aussi passionnant que terrifiant, colonel. Alors vous, tous peut-être autour de la table, vous connaissez ces sujets, mais nous, on a une certaine naïveté. On est bien naïf, en fait, sur toutes les méthodes de guerre, d'espionnage. Là, on est presque dans une guerre hybride. Il ne faut pas oublier en fait que les Russes étaient en Afghanistan jusque en 89, je crois. Ils ont resté 10 ans à peu près. Donc vous avez une guerre américaine pour détruire, si vous voulez, les Russes et qui ont fini par partir. Et puis de l'autre côté, quand les talibans sont arrivés, ils sont arrivés après les Américains sont revenus, les Russes font la même chose. Par contre, la grande différence, elle est où? C'est que les milliards qui ont été dépensés dans la partie initiale, c'était pour acheter des Stinger, c'est-à-dire de l'armement anti-aérien pour détruire des hélicoptères et des avions russes. Donc on était sur matériel. Il n'y avait pas une stratégie évidente de destruction des soldats humains. Par contre, là, clairement, c'est les individus qui ont été ciblés. Et pourquoi? Parce que les Russes sont très forts dans ce domaine-là. Rappelez-vous la guerre du Vietnam. Les Nord-Vietnamiens et les Chinois avaient monté des opérations visant à altérer le moral, des civils aux États-Unis. Et ces civils, par les manifestations, avaient modifié la trajectoire des Américains. Exact. Et c'est important de le rappeler aussi. Merci beaucoup. Merci à Raphaël Jérusalemi d'avoir été avec nous dans le Club Info. Oui, c'est court, je le sais. Vous reviendrez. Merci Laura pour l'histoire du club chaque jour, donc à 16h30 sur LCI. Restez avec nous. Émilie Broussoulou arrive pour le grand dossier.